Aurélien Saint-Toul, j'imagine que vous saluez cet effort financier qui est mis sur l'armée, sur la défense. Alors, vous anticipez un petit peu. Ce qui me frappe surtout, c'est que le chiffre de 413 milliards est utilisé un peu comme un totem. Évidemment, dans le quotidien, ce sont des sommes très importantes. Donc, on est un peu peiné, on a du mal à prendre la mesure. Mais en réalité, ces 413 milliards, déjà, on a un flou sur leur budget, puisqu'il y a au moins 13 milliards qui ne sont pas budgétés. Elles figurent comme devant être payées par des ressources extra-budgétaires. Donc vous avez déjà 13 milliards qui vont disparaître. Ça fait quand même 400 milliards encore consacrés à la loi de programmation militaire. Ensuite, il faut compter évidemment l'inflation qui est partie pour durer, malheureusement. Une trentaine de milliards à peu près, c'est ce qui est aujourd'hui compté. Ça veut dire que vous avez encore une fois, il faut défalquer plusieurs dizaines de milliards de ce qui va être réellement l'augmentation, si on peut dire, du niveau de vie des armées. Ça, il faut le défalquer. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore assez pour vous ? Et puis, je ne dis pas qu'il n'y a pas encore assez. Je dis que pour l'instant, on a beaucoup d'incertitudes et de flou. Il faudrait sécuriser et s'assurer que l'inflation ne vienne pas rogner année après année ce budget-là. Et puis, il y a un dernier élément qui sont ce qu'on appelle les reports de charges. C'est-à-dire qu'il y a des programmes qui ont été engagés, des dépenses qui sont déjà planifiées et qui vont venir contraindre ce budget qui est déjà important. Donc moi, ce qui m'interpelle, c'est le manque d'information, le manque de clarté pour nous indiquer exactement à quoi va servir chaque euro, combien de personnes vont réellement être recrutées, est-ce que les objectifs vont être tenus. Parce qu'en réalité, il y a une loi de programmation militaire qui est à court en ce moment, qui fixait des objectifs, et ces objectifs sont abaissés par le projet de loi qui nous est proposé aujourd'hui. Donc on a la sensation que cette loi de programmation militaire qui arrive, elle est là pour donner au gouvernement la possibilité de ne pas respecter celle qui est en cours. Et donc là, vous voyez que il y a quand même un gros doute quant à ce qui est ce 413 milliards. Ça rejoint un peu le doute des Républicains qui ont demandé qui sont alloués ? Oui, effectivement, une démarche a déjà été faite dans ce sens. On a interpellé le ministre en commission quand il a été auditionné dans l'hémicycle, puisqu'il y a eu récemment un débat sur le sujet. On lui a fait parvenir aussi un courrier et, avec mon collègue Bastien Lachaud et mon collègue Éric Coquerel qui préside la commission des finances, on a demandé à être tenu informé et qu'on nous fournisse les documents qui précisent les contrats par exemple avec les industriels sur les grands programmes d'armement, le fléchage de certaines ressources, l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire, enfin toute une série de documents qui nous permettraient d'éclairer le débat et malheureusement pour l'instant ils nous ont pas été communiqués. Alors, et vous allez aller en quittant ce plateau directement demander au ministère des Armées avec notre collègue président de la commission des finances, aller au ministère pour obtenir des réponses parce que le ministre nous avait dit qu'il nous ferait parvenir ces documents et depuis maintenant plus d'une semaine on n'a pas ces réponses-là. Donc on veut pouvoir trancher en toute connaissance de cause. Il y a une autre... Aurélien Saint-Toul, par exemple, si jamais vous accédez aux responsabilités en 2027, est-ce que vous envisagez éventuellement de remettre en cause certains financements ? Alors, nous, on ne signe pas de chèque en blanc et puis je ne sais pas qui sera candidat et puis qui sera président. Mais ce qui est certain, c'est que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que le format des armées, les scénarios d'engagement ne sont pas réellement précisés dans le texte. C'est ça qui nous intéresse. C'est qu'il ne faut pas agiter des chiffres sans d'abord réfléchir à quoi ça doit servir, à quel genre de confrontation il faut se préparer. Et dans ce domaine-là, le texte est très pauvre en réalité. Vous savez, le président Gassilou à côté de moi nous a dit que c'est la première fois qu'on a un texte aussi précis depuis des années, notamment sur l'étude d'impact. Eh bien, si vous faites le petit exercice de comparer le rapport qui est annexé à la loi de programmation militaire avec le précédent rapport, c'est le jour et la nuit. On a 12 pages seulement qui nous expliquent à quoi vont servir ces sommes d'argent. Donc, il faut rester, je crois, très exigeant en réalité avec le gouvernement. Et puis, s'il y a une contradiction dans le discours du gouvernement et de la minorité présidentielle, c'est de nous dire il y avait une urgence à agir alors que la loi de programmation militaire est en cours et en même temps, cette LPM reconduit exactement les mêmes chiffres, les mêmes augmentation de ressources sur les premières années. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'urgence. Il y avait la possibilité de mener un travail plus approfondi que ce qui a été fait avec une revue nationale stratégique qui est très pauvre en réalité. Ça fait consensus et la possibilité éventuellement soit d'avoir un livre blanc, soit un travail de consultation et de co-construction beaucoup plus importante. Il y a eu des tentatives. Le ministre a essayé d'amuser un peu la galerie avec des groupes de travail qui n'ont pas réellement fonctionné.
fonctionné. Parce que dès qu'il a été question de mettre en face des idées, des moyens, des ressources, on nous a expliqué « Ah non, écoutez, le périmètre, le budget, c'est vraiment le périmètre du gouvernement et vous ne serez pas associé à ces décisions. » Et j'allais dire plus largement, l'armée, la défense, c'est du périmètre du président de la République aussi. Est-ce qu'on peut vraiment co-construire sur Je crois que dans la situation actuelle, il aurait été particulièrement opportun que le ministre n'agite pas ce genre de moyens ou ce genre de méthode pour faire diversion. En réalité, on a un texte d'orientation générale, la revue nationale stratégique qui est pauvre, un rapport annexé qui ne donne pas une vraie vision, pas de scénario d'emploi, pas de contrat opérationnel explicite, pas de... vous n'avez pas l'épu, vous n'avez pas de vision dans ce texte-là. Moi, je crois que ce dont on avait besoin le plus urgemment, ça n'était pas d'une loi de programmation militaire, c'était une loi de planification de la souveraineté. Parce qu'il aurait fallu associer beaucoup plus finement, et je crois que mon collègue pourrait être d'accord avec moi, parce qu'il est soucieux souvent de ce thème de la défense globale. Je crois qu'on aurait eu vraiment profit à associer le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et de voir quelles étaient exactement les synergies, quels étaient les fléchages possibles des budget. Moi, vous savez, j'ai rapporté une mission d'information sur la question de la maîtrise des fonds marins, la question de la guerre sous-marine. Je crois qu'on est en deçà de la mesure. Je parle souvent des recherches dans le domaine du quantique. Eh bien, après, le débat va avoir lieu dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Ça, ce sera à partir du 22 mai. On peut compter effectivement certainement sur la France Insoumise pour amender ce texte. Peut-être aussi sur les Républicains. Est-ce qu'on entre effectivement dans une nouvelle ère avec ces moyens qui sont mis particulièrement pour contrer les nouvelles menaces? Je pense aux drones, je pense à la cybersécurité, les sous-marins dont vous parliez. Je crains malheureusement que ce ne soit pas le cas. En réalité, ce que j'entends d'abord quand j'entends mon collègue, c'est que l'exécutif, la Macronie, se déjuge. La LPM qu'elle a fait adopter auparavant, finalement, elle n'était pas cohérente selon son point de vue actuel. Elle a changé d'avis. Il faut nous expliquer pourquoi. Elle est tenue de nous expliquer pourquoi. Ça, c'est le premier point. Du point de vue budgétaire, je pense qu'il y a un risque d'incohérence pour le coup et de mauvaise gestion. Une fois n'est pas coutume, je vais faire la leçon sur ce thème-là, mais quand vous ne respectez plus les contrats que vous avez passés avec des industriels, vous allez payer des pénalités. Quand vous réduisez les cibles de rénovation, notamment des Charles Leclerc, eh bien vous vous retrouvez avec des coûts de maintenance qui vont, eux, augmenter parce que le parc, lui, va continuer à vieillir. Et puis, vous avez une incohérence sur la programmation même industrielle parce que vous vous retrouvez avec des capacités amoindries alors que vous visiez au contraire à avoir un parc plus étoffé. Et en fin de compte, vous établissiez une programmation qui permettait d'aller jusqu'à ce qu'on appelle le MGCS, le char de combat du futur, mais qui devait être mené en partenariat avec l'Allemagne. Et sur ce sujet en particulier, les Allemands traînent des pieds, on est à remettre sans cesse au lendemain, et donc vous allez vous retrouver avec un trou capacitaire sur un segment quand même particulièrement important, les blindés. Et ça, on n'a pas de réponse sur ces choses-là. Donc vous voyez, se préoccuper de la guerre de demain, c'est indispensable. J'y suis très favorable, et je vous ai dit par quels moyens nous planifierions ce genre de choses. En revanche, je vois bien qu'il y a une façon de se déjuger sur les choix qui ont été faits auparavant, et sur ces sujets-là, on n'a pas d'explication. Pas de réponse suffisamment